La série originale The X-Files, créée par Chris Carter, a été diffusée sur Fox de 1993 à 2002. Elle mentionne un duo d'agents spéciaux du FBI, Fox Mulder, joué par David Duchovny, et Dana Scully, joué par Gillian Anderson, qui arpentent de long en large les États-Unis, en particulier ses zones rurales et ses petites villes pour enquêter sur des X-Files, des cas inexplicables dont personne d'autre ne veut au FBI. Fox Mulder est docteur en psychologie, obsédé par le surnaturel, la cryptozoologie, les extraterrestres et les complots gouvernementaux. Malgré sa volonté de croire à tout prix, il demeure un enquêteur empirique, tout comme sa coéquipière, Dana Scully, une médecin légiste très rationnelle, mais catholique croyante, assignée aux X-Files pour contrôler et surveiller Mulder. Malgré leurs différences et les circonstances de leur rencontre, ils deviennent rapidement des amis fidèles et des collègues efficaces. Ils sont rarement d'accord, mais leur opposition épistémique permet à la série de demeurer ambiguë. The X-Files est souvent analysée comme une série qui a particulièrement bien mis en fiction l'ère du temps, l'imaginaire social, post-guerre froide et post-Watergate. Une époque dont la société américaine où la méfiance envers les institutions est grande, où l'ennemi commun est diffus, pluriel et souvent issu de l'intérieur. Selon Chris Carter lui-même, je le cite, « There is a growing paranoia. There are no easy villains anymore. The world is run by selfish people whose motives are selfish, and as we all buy into the money culture, it is only going to get worse. » De même, selon M. Keith Booker, suivant Jameson, ce contexte politico-historique est celui qui a mené au postmodernisme. Le statut postmoderne de The X-Files est sujet à débat, certains le voyant comme une évidence, d'autres proposant qu'il s'agit d'une œuvre postmoderniste à cause de la quête de vérité authentique au centre du récit. Selon Booker, je le cite, « By the 1990s, Americans remained vaguely anxious that sinister forces, generally located in the Third World, were still out there, threatening the comfort and affluence of the American way. Yet, in another sense, the real anxiety plaguing American society at the end of the 20th century was that no such threats were really serious, that there were no more glorious victories to be achieved, no more frontiers to conquer. Postmodernist culture is informed by a dissolution of older oppositions such as those that allowed groups such as the working class to be firmly positioned as other in the bourgeois imagination. Postmodern thought, however, is characterized by a weakening, if not outright disappearance, of just this category of species-like difference, that forces ever more exotic visions of otherness, such as the alien or the cyborg. Les trois slogans de la série « I want to believe »,« The truth is out there » et « Trust no one » sont symptomatiques d'une époque en crise, de la croyance, de la crédibilité, de la vérité qui nous échappe malgré ou à cause de la multiplication des dogmes, des récits, des explications. Autant d'explications du monde que je nommerai des régimes cognitifs, poursuivre Pierre Popovic, qui en fait un mode de sémiotisation de l'imaginaire social. Pour lui, les régimes cognitifs sont, je le cite, des façons de connaître et de faire connaître, qu'elles soient diffusées par la presse ou par les traités académiques, qu'elles soient d'ordre mythologique ou religieux, qu'elles appartiennent ou non à ce qui est appelé science, ou reconnues comme savoir légitime à tel ou tel moment de l'histoire. Ces différents régimes qui coexistent, voire qui tissent l'Amérique, se retrouveront au centre de ma réflexion sur la représentation des communautés migrantes dans quelques épisodes de la série. 4 régimes cognitifs sont en compétition dans The X-Files comme dans la société américaine. La science, la pseudoscience, le monothéisme et les croyances folkloriques. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que la narration s'inscrit dans plusieurs de ces régimes de savoir, les hybride et permet rarement de trancher. C'est le modèle même de l'épisode de The X-Files. Un phénomène inexpliqué et violent survient dans une région reculée des États-Unis. Le cas se retrouve d'une façon ou d'une autre sur le bureau de Mulder à Washington. Celui-ci se déplace en compagnie de Scully pour enquêter. Son objectif à lui est de prouver l'existence du surnaturel, des extraterrestres et ou d'un complot gouvernemental, autrement dit, de confirmer sa croyance, alors que l'objectif de Scully est de trouver une explication rationnelle, autrement dit scientifique, au phénomène. Ils entrent ainsi en contact avec les autorités locales qui leur donnent accès à un savoir lui aussi local, souvent ancien, sur le phénomène. Plusieurs embûches empêchent leur enquête de progresser et eux-mêmes se retrouvent le plus souvent en danger. À la fin des épisodes, dans la très grande majorité des cas, Scully demeure sceptique, n'ayant aucune preuve irréfutable du phénomène surnaturel et offrant généralement au moins une hypothèse scientifique ou pseudo-scientifique.
La plupart de ces cas demeurent donc ouverts, le rapport de Scully ne faisant qu'épaissir le mystère puisqu'elle apporte une certaine crédibilité scientifique à l'événement surnaturel, simplement en refusant de trancher. L'hybridation du genre policier et fantastique dans la série peut paraître paradoxale, mais il est fort révélateur. Le genre policier, de par sa nature même, voudrait que les mystères soient résolus, alors que le genre fantastique exclut cette explication scientifique unique et définitive. Dans The X-Files, il y a donc enquête en bonne et due forme, avec un duo de détectives plus ou moins surhumains, comme il se doit, mais les différents régimes de savoir demeurent, comme dans la société américaine, hybridés, fondus les uns aux autres. The X-Files est d'ailleurs très largement inspiré de Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost, qui l'a précédé de peu sur la même chaîne, mais aussi des séries anthologiques des années 50 et 60, telles que The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents et The Outer Limits. Des séries qui hybridaient déjà le fantastique et la science-fiction. Je ne vais pas entrer trop dans l'histoire de la structure narrative des séries, mais je dois néanmoins en dire quelques mots. À l'exception des soap operas, les séries télé ont longtemps été composées uniquement d'épisodes clos. Depuis le début des années 80, les scénaristes ont commencé à proposer des séries hybrides, certaines histoires étant closes et d'autres ouvertes, se déroulant sur plusieurs épisodes ou même saisons. Ainsi, The X-Files est composé de 2 types d'épisodes distincts. Les épisodes Myth Arc, qui construisent la mythologie de la série par une longue histoire de complots gouvernementaux et d'invasions extraterrestres, et les épisodes Standalone, plus souvent nommés Monster of the Week, qui proposent une histoire courte le plus souvent basée sur un mythe ou une légende locale. Ce qui m'intéresse dans The X-Files, ce n'est pas les extraterrestres ou la paranoïa vis-à-vis des pouvoirs politiques dans les années post-guerre froide, mais plutôt certains épisodes clos qui traitent du folklore et de monstres surnaturels. Ces épisodes offrent une réflexion sur le savoir, la science et les croyances, la façon dont ces régimes cognitifs coexistent dans la société américaine. Je vais m'arrêter surtout à des épisodes qui traitent de la relation entre des communautés culturelles qui partagent le territoire, mais pas forcément un système de croyances, et qui s'incarnent littéralement sous la forme de monstres. Selon Sharon R. Yang, dans son introduction au collectif The X-Files and Literature, la série révise des mythes sociaux et religieux occidentaux pour refléter l'évolution de nos relations sociales ou encore to make us ask ourselves in what ways we need to rethink the old mythic map of our identities. Or, Michael G. Coven, dont la spécialité est le folklore dans la culture populaire contemporaine, explique que la plupart des folkloristes qui se sont intéressés à The X-Files l'ont fait en se bornant à identifier des fragments de mythes et de folklore, créant un index de motifs, à voir chaque épisode comme un self-contained legend narrative, mais surtout à déplorer l'intégration maladroite et peu fidèle, voire l'appropriation de ce matériau. Mais Coven propose qu'au contraire, ce repérage de fragments du folklore n'est que la moitié du jeu herméneutique. Il faut creuser davantage et replacer cette utilisation dans son contexte médiatique et populaire. En fait, pour Coven, le genre de la légende offre une perspective épistémique et narrative intéressante. Il cite le folkloriste Elliot Oring. The narration of a legend is, in a sense, the negotiation of the truth of these episodes. This is not to say that the legends are always held to be true, as some scholars have claimed, but that a particular narrative is regarded as false or true, or false by some and true by others. This diversity of opinion does not negate the status of the narrative as legend because, whatever the opinion, the truth status of the narrative is what is being negotiated. Thus, the legend often depicts the improbable with the world of the possible. It engages the listener's sense of the possible. Coven précise que l'élément central de la définition de la légende d'Oring est l'ambivalence en ce qui a trait à la vérité et à la croyance, ces récits suscitant une réflexion sur les possibles en faisant surgir l'improbable dans un monde régi par le probable. Une définition assez près de celle du fantastique. Or, pour Coven, la représentation télévisuelle contemporaine des légendes est un baromètre des normes sociales et des types de croyances qui coexistent. Leslie Jones propose une différence intéressante dans le rapport au récit entre le mythe et le conte populaire. Folktale is narrative. Myth operates through narrative, because myth is not necessarily tied to any specific genre of narrative. Myth can be found in any genre, including folktales and television series. Avant d'en venir aux légendes et mythes des communautés marginalisées, voyons comment cela fonctionne dans un épisode mettant en scène le folklore américain de la majorité blanche chrétienne.
5e de la série, l'épisode de Jersey Devil, écrit par Chris Carter lui-même, a été diffusé pour la première fois le 8 octobre 1993. Cet épisode se déroule près d'Atlantic City, au New Jersey, où des cas de morts suspectes par morsure humaine ont été rapportés depuis des siècles. Mulder et Scully enquêtent donc sur le plus récent d'entre eux. Alors que Scully fait des allers-retours à Washington, Mulder reste sur place et apprend qu'il s'agit d'une femme sauvage qui vit dans la forêt tout près et s'approche de la ville et attaque des humains dans l'espoir de nourrir son enfant, qui a récemment perdu son père. Cette famille d'humains sauvages semble descendre d'une longue lignée ayant habité la région. La légende derrière cet épisode est celle du diable du New Jersey, qui aurait terrorisé l'État en 1909, peut-être à la suite d'un canular. L'origine de l'histoire est nébuleuse. Certaines sources parlent du 13e enfant monstrueux et démoniaque, né en 1735 de la femme Quaker de Daniel Leeds, un politicien local. L'enfant serait mort à la naissance, emportant sa mère. Bien que la chronologie historique contredise cette histoire, il semble qu'elle circula pour discréditer politiquement Leeds. Le prologue de l'épisode, qui se déroule en 1947, nous en dit long. Il s'ouvre sur une famille nucléaire blanche américaine, dans une voiture, sur la route, au cœur d'une forêt la nuit, sans doute en voyage à Atlantic City. On chante en harmonie joyeusement une chanson qui parle d'un gentil chien, puis la voiture a une crevaison. Le bon père de famille rassure tout le monde et sort réparer la roue. Il se retrouve donc dans le noir, dans la forêt, loin de la ville et hors du cocon protecteur que représente la voiture. Quelque chose dans le noir sort de la forêt et l'attaque par derrière. Il disparaît soudainement. Cette scène est récurrente dans la culture américaine, d'autant plus qu'elle reprend un topos du cinéma d'horreur. Ainsi, Carter installe d'abord la légende, ou plutôt le contexte de son surgissement, dans une culture médiatique et populaire, plus chorale et traditionnelle, régime qui réapparaîtra à la toute fin. Puis une battue de policiers en uniforme retrouve le corps de l'homme avec des chiens pisteurs, aux premières lueurs du jour. Les jambes de l'homme ont été dévorées. Un des policiers vomit de dégoût, montrant bien qu'ils n'ont pas l'habitude de ce type de violence. Ensuite, un autre policier crie qu'il a trouvé autre chose dans une grotte. « It's in here. It's as tall as a house. We can smoke him out. And then what? I see it. He's coming at us. » Soudainement, dans ce court échange, on peut déjà voir l'instabilité des pronoms « it », « he », mais aussi l'importance de la vision dans la construction de la monstruosité et sa polymorphie selon les observateurs, et donc le potentiel mythique qu'il représente. Puis la façon d'introduire la légende est en soi toujours intéressante. Elle est d'abord incarnée à l'écran, puis elle est une histoire entendue par l'agent Scully, qui la rapporte à Mulder. « I just heard a story that would just about take your knees out. » Puis les quelques détails, un corps en partie dévoré au New Jersey, déclenchent immédiatement chez Mulder le désir d'inscrire ce qui n'est encore qu'une anecdote dans une plus longue histoire, celle d'une légende locale qui hante déjà les dossiers du FBI. En particulier, il évoque une des dernières occurrences qui correspond à la scène du prologue en 1947, un dossier qu'il connaît par cœur. Dans son échange avec Scully, on constate que leur attachement au folklore diffère depuis l'enfance et informe leur rapport au savoir. Ever hear of something called the Jersey Devil? Yeah, a beast that comes out of the woods and attacks cars, right? Kind of like an East Coast Bigfoot? Read the file about the case in 1947. Save me the trouble. 1947. Family watches dad get dragged into the woods. Cops find dad with a few appendages gnawed off. Cops gun down a large naked man in the woods and gun him down. Autopsy shows human flesh and bones in the man's large intestine, a beast man. It's the same story I've heard since I was a kid. It's a folktale, a myth. I heard the story when I was a kid too. Funny thing is, I believed it. The fact is we got a cannibalized body in New Jersey. Someone or something out there is hungry. Puis Mulder et Scully se rendent à Atlantic City, où ils discutent avec la médecin légiste qui collabore jusqu'au moment où le détective local arrive et s'oppose à la présence des agents du FBI, prétextant un empiètement de juridiction. Mulder décide de rester et contacte la direction locale des parcs du New Jersey, qui représentera le savoir local et qui lui révélera le lieu où le corps a été trouvé et les différentes croyances de la région. Le ranger est celui qui parcourt le territoire. Sa longue expérience est une source de savoir en soi et son statut institutionnel lui confère de la crédibilité. Ce type de personnage, que je nommerai le guide local, est un personnage récurrent dans la série. Il est à la fois témoin, mais aussi dépositaire de la culture orale et de l'histoire locale, puisqu'il est généralement lui-même originaire de la région, mais aussi un médiateur.
Il est souvent indécis dans sa propre croyance, rationnel, mais en même temps, il en a vu et entendu beaucoup. Found the body just over there, lying face down on the rocks. 32 years with the Park Service. I've come across some weird stuff, but never anything like this. The victim was a homeless man. You get many of them out there? Well, occasionally I'll see some, but most are scared of the woods. Scared of what? I don't know. The devil? People say that's just a myth. Depends on who you talk to. What do you think? Well, like I said, 32 years, I see a lot of weird stuff. Like one time, a little over 4 years ago, I saw what I thought was a large man come out of the corpse of birch tree. Not a stitch of clothing. He was about 60 yards away, and he started sniffing the air, like a dog, and then he looked straight at me, and I swear he smelled me, because he took off into the woods so fast, you'd swear he wasn't human. Do you think it might be responsible for the body you found? Well, I got a pension coming up in a few years. You say the wrong thing. Alors qu'il amène Mulder dans la forêt, sur le lieu du crime, il révèle donc beaucoup de choses sur le rapport aux monstrueux, aux croyances et au savoir, leur statut dans la population locale et dans l'institution, mais aussi sur la forêt, qui joue un rôle omniprésent dans presque tous les épisodes. Dans la série, la forêt est le lieu du monstrueux, mais aussi de tous les possibles, puisque la possibilité de l'inconnu y demeure. C'est le lieu où l'on est attaqué et dévoré, mais parce qu'on pénètre sur le territoire de créatures qui n'ont plus d'autre refuge possible et qui doivent survivre, comme le montrera la conclusion de cet épisode. Un autre élément qui apparaît clairement dans cet extrait est le rapport à l'animalité, ou plutôt à l'hybridité homme-animal. L'animalité du monstre a l'avantage dans la logique du récit d'éloigner la créature du surnaturel, du démoniaque, de la moralité, mais aussi et surtout d'offrir un miroir à l'animalité des humains. Après son échange avec le ranger, Mulder s'éloigne dans la forêt à pied. Le plan coupe et un masque de gorille apparaît en très gros plan. Il se révélera être celui d'un enfant dans une fête d'anniversaire à laquelle Scully assiste. Puis on voit un chien mangeant le gâteau d'anniversaire. Scully, expliquant l'incident, parle de jungle warfare et on voit une dizaine d'enfants hors de contrôle, mangeant, se frappant les uns les autres. Elle dira même à la fin de l'épisode, après avoir aperçu la femme sauvage, « I was just thinking about my godson's birthday party. 8 little 6-year-old boys running around talk about primitive behavior. » Tout de suite après la scène de la fête d'enfants, on voit Mulder à Atlantic City qui marche dans une rue peuplée d'itinérants, demandant à tous si quelqu'un connaissait la victime, les traitant comme des égaux, des témoins ou des proches d'une victime à qui il accorde de la crédibilité. De manière très claire, Carter nous dit que l'animalité, la monstruosité et les victimes ne sont pas où l'on croit. L'épisode, et la série en général, visera à déconstruire cette dichotomie simpliste autre-monstre. C'est ainsi grâce au savoir des itinérants que nous avons accès à la première représentation visuelle de l'être, un dessin très approximatif évoquant clairement le Bigfoot, accompagné d'un témoignage de l'homme. Lui et les autres itinérants ont vu la créature fouiller dans les poubelles et ils sont terrifiés. Mulder lui offre alors sa chambre d'hôtel pour le remercier de ce témoignage et pour passer la nuit dans l'abri de l'itinérant afin d'observer le monstre qu'il aperçoit au milieu de la nuit. Il émet alors l'hypothèse que la créature est désespérée et meurt de faim. Elle ne serait pas a priori agressive. Mulder insiste pour que Scully le croie. Elle rétorque qu'elle le croit, mais que ce n'est pas « nothing more than a sighting in a dark alley ». Nous sommes encore dans les clichés de films d'horreur et les témoignages douteux. Scully décide d'aller interroger son ancien professeur d'anthropologie à l'université locale. Le savoir académique, le plus souvent incarné par une figure de professeur interrogée par les deux agents dans son bureau, a souvent un rôle important dans les épisodes où différents régimes cognitifs entrent en compétition. J'aimerais ce type de personnage le spécialiste, par opposition au guide local, dont j'ai parlé plus tôt. Ici, le professeur d'anthropologie offre une perspective comparatiste, mais aussi une explication fondée sur le déterminisme biologique et l'évolution des espèces. Parlant du mythe de l'homme sauvage, il explique « Just about every culture has one. Yeti, Sasquatch, the Russian Almas. It's a universal wild man myth, a symbolic fear of our dual natures as humans, as creators of life and destroyers of it. Yeah, humans are top carnivores. We sit at the top of the food chain and reduce other species' chances of survival. But what if something entered the food chain above us? But what if, through some fluke of nature, a human was born, who reverted to its most animal instincts, a kind of carnivorous Neanderthal? Wouldn't he occupy a space above us on the food chain?
It's just highly unlikely that what you're suggesting could have survived civilization or evolution out in the woods of New Jersey. Highly unlikely, but not outside the realm of extreme possibility? Well, it would be an amazing discovery. Ainsi, le scientifiquement improbable, le mythe, est traité par le scientifique comme une hypothèse excitante, une expérience de pensée plutôt qu'une superstition à réfuter. À la fin de l'épisode, les policiers locaux traquent la créature et la tuent, comme on ferait d'un animal enragé. Arrivant devant le corps, Mulder lui ferme les yeux, reconnaissant ainsi son humanité. Puis, comme dans tous les épisodes, l'épilogue répond au prologue, rétablissant à la fois le mythe en tant que récit transmis et répété, et l'incarnation du monstrueux, soit par l'image ou par le son. Ainsi, alors que Mulder et Scully rencontrent un ethnobiologiste, on voit un père et son fils faisant une excursion dans la forêt du New Jersey. Did you ever hear the story of the Jersey Devil? When I was a kid, my dad used to tell this story about a creature who lived out there in the woods. It was half man, half animal. I used to believe. Puis la caméra les abandonne et nous montre un enfant sauvage, caché dans les buissons, qui les observe intensément, curieux, sans agressivité. Dad, did you just see something down there? Where? Over there. No, I'm sure it was nothing. No, I saw something. Hey, did you ever hear the story of the Jersey Devil? You know, when I was a kid, my dad used to tell this story about a creature who lived out there in the woods. It was half man, half animal. I used to believe that. Qui regarde? Qui est le monstre? Selon Michael Coven, qui analyse cet épisode en particulier, rather than explaining away the narrative through its incorporation of the actual belief traditions associated with the Jersey Devil legend, with the Farrell family legends, Carter's teleplay brings his 44-minute narrative full circle in demonstrating the persistence of the oral tradition. The truth behind the legend is here, reincorporated back into legend. Old folklore never dies. Dans The X-Files, le territoire américain est le théâtre d'un surnaturel qui s'explique et prend souvent racine dans le syncrétisme des croyances et des mythologies du melting pot culturel. Ainsi, les relations entre la communauté majoritaire blanche américaine et migrants sont mises en scène à travers le surgissement du monstrueux dans un cadre a priori réaliste, toujours médiatisé ou partiellement expliqué par le savoir d'un folklore, souvent fictif, parfois porté par des personnages de sages narrateurs ou visuellement par des signes ou des rituels. Toutefois, il y a systématiquement un renversement du paradigme attendu de l'altérité, de l'étranger, métaphorisé par le monstrueux, que suppose le syntagme homonymique alien, étranger ou migrant, et alien, extraterrestre. En fait, le surnaturel qui surgit des cultures, qui se croisent sur le territoire, finit par être un moyen de défense ou de survie, métaphorique et littéral, des communautés en contexte minoritaire ou de persécution. En effet, dans la série, les extraterrestres, aliens, représentent l'altérité absolue. Ils sont néfastes, des envahisseurs qui complotent avec le pouvoir corrompu. On pourrait s'attendre à la même chose des immigrants, aliens, et de leurs monstres, du moins c'est ce que l'histoire des genres policiers et d'horreur pourrait nous laisser attendre. Mais il n'en est rien. Il s'agit systématiquement d'un renversement de cette logique. Mais pourquoi une représentation si régulière, souvent empathique, voire positive des immigrants aux États-Unis? Ce n'est pas ce à quoi la culture pop américaine nous avait habitués jusque-là. Les immigrants étaient le plus souvent absents, invisibles ou monstrueux, source de tous les maux. Le contexte politique pourrait offrir une explication. Diffusée de 1993 à 2002, presque l'entièreté de la série a été créée et diffusée durant le règne de Bill Clinton, favorable à l'immigration légale. Toutefois, en 1996, il passa plusieurs lois et mesures sévères afin de lutter contre l'immigration illégale, notamment par l'augmentation massive du nombre de patrouilleurs de la frontière, la construction de plusieurs kilomètres de clôtures et de matériel de détection à la frontière avec le Mexique. Mais surtout, le début de la série de Chris Carter suivait également de peu l'acte d'immigration de 1990, voté sous George Bush Sr., qui augmenta considérablement le nombre d'immigrants légaux et abolit les tests d'anglais et le rejet systématique des sidéens et des homosexuels. À la suite de cet acte, la décennie 1990 fut celle qui vit le plus d'immigrants arriver en terre états-unienne jusque-là dans son histoire, entre 10 et 11 millions selon certaines statistiques. Il n'est donc pas surprenant que ces immigrants, qui arrivent en grand nombre et qui sont divisés en deux catégories par les pouvoirs politiques, les bons immigrants, les légaux, et les mauvais immigrants, illégaux,
soit omniprésent dans une série comme The X-Files, qui explore autant le territoire américain que les retombées d'un pouvoir corrompu et complotiste. Mulder et Scully, enquêteurs du FBI sans racines, vivant à Washington, seule ville américaine hors des États, construite sur mesure pour ne représenter aucune région en particulier dans l'Union, parcourent le territoire américain sur les routes, dans les motels et les voitures de location, sur un mode semi-nomade, à la rencontre des monstres qui peuplent le territoire et qui ont été amenés par les hommes et leurs croyances, les migrants de toute génération ou origine. Dans la série, les migrants vivent souvent dans des enclaves territoriales, camps de réfugiés, bidonvilles, de migrants illégaux, etc. Ces lieux semblent extérieurs à l'Amérique blanche, sa loi et ses croyances. Or, la réalité est plus complexe, comme en témoigne le travail de folkloristes américains qui se sont intéressés depuis les années 60 à ce qu'ils nomment le folklore ethnique, en particulier la persistance ou la disparition du folklore d'origine en situation d'immigration. Ils ont découvert que la réalité était bien plus complexe. Les éléments de folklore importés sont rarement identiques à ceux du pays d'origine et souvent adaptés au nouveau territoire. Les communautés ne sont jamais homogènes, le rapport au folklore varie d'une génération à l'autre, la communauté d'accueil est elle-même en transformation, les communautés rurales et urbaines sont très différentes, etc. La persistance et la transformation des croyances est en fait profondément ancrée dans le territoire et dans le rapport à la croyance de la culture populaire d'accueil, comme en témoignent les cas évoqués dans l'étude de la folkloriste Linda Degg dans une communauté hongroise près de Chicago. Je la cite. A retired oil worker of Whiting, when reminded of the mermaid lore of his old country, responded with some superiority. Oh no, I do not believe in such superstitions since I am in America. Here people are not taken in by such nonsense. Anybody can tell you that mermaids could not survive under the ice of Lake Michigan in winter. He paused, then added, mermaids live in hot waters, somewhere around Florida. An old woman is in the presence of many others, told long stories about witches riding on broomsticks and assuming animal shapes. When asked for particulars, she answered, looking around for confirmation. Why, everybody knows that. It happened right in this town. It is no Hungarian gossip, but well known to Americans too. Haven't you ever watched TV? The others nodded. This was not the first case when traditional belief was strengthened by reference to a television show, movie, or newspaper event. Cette transformation des croyances au contact du territoire et du contexte d'existence, d'une part, et de la culture de l'autre, d'autre part, est omniprésente dans The X-Files. J'en viens donc à quelques exemples particuliers dans la série. Parmi une douzaine d'épisodes que j'ai identifiés, je veux en aborder 3 qui sont assez représentatifs des différentes approches, structures et thématiques. Fresh Bones, El Mundo Gira et Kadich. Comme dans The Jersey Devil, les victimes contemporaines sont très souvent les habitants des communautés marginalisées, les itinérants, les travailleurs migrants illégaux, les juifs hassidiques. Contrairement à de nombreuses séries policières, le récit déconstruit le cliché de l'habituelle victime bourgeoise blanche, attaquée et tuée dans sa propre maison par tous ceux qu'elle perçoit comme une menace, qu'il s'agisse d'altérité de classe, physique ou d'origine. L'épisode Fresh Bones, écrit par Howard Gordon et diffusé le 3 février 1995, se déroule en Caroline du Nord, près de Folkestone, où se situe un centre de traitement pour les réfugiés, particulièrement haïtiens, géré par l'armée américaine. Des soldats qui servent dans ce camp meurent mystérieusement, des cas de suicide ou d'accident de la route inexplicables. La femme d'un des soldats contacte Mulder, qui vient enquêter en compagnie de Scully. Ils apprennent qu'une révolte a eu lieu dans le camp peu avant et un enfant a été tué. Un des agitateurs, Beauvais, est emprisonné et soupçonné de vouloir se venger des soldats en utilisant des rituels vaudous. Il apparaît plutôt que le colonel, aux commandes, a transformé le centre de transition en camp de concentration, refusant de laisser partir les réfugiés, même vers leur pays d'origine, ordonnant à ses soldats de les torturer. Lui-même adepte de vaudou depuis un passage en Haïti, il a décidé de venger d'anciennes querelles et de faire taire les soldats qui voulaient le dénoncer. La seule défense symbolique des réfugiés emprisonnés est le vaudou, qui est par ailleurs approprié par le colonel Wharton, lui-même à l'origine du monstrueux. Son nom évoque les verrues, wart, des sorcières, dans l'imagerie populaire. Le prologue de l'épisode s'ouvre sur le rituel matinal de la famille d'un soldat, manifestement malade, incapable de dormir, agressif, voire violent.
Lorsque ses céréales se transforment en asticots, il court vers sa voiture. Sur la route, à toute allure, son rétroviseur lui renvoie soudainement le visage d'un cadavre en décomposition. Il emboutit alors sa voiture dans un arbre à grande vitesse. La caméra contourne l'arbre et révèle un symbole vaudou sur le tronc. Un symbole plus tard identifié comme loco-miroir. The crossroads between the two worlds. The mirror in which a man must confront his true self. These Marines, maybe they did not like what they saw? Lorsque Scully interroge la veuve du soldat, la question de sa santé mentale, mais aussi rapidement de sa conscience et de ses croyances, apparaissent au centre de ses questions. Was he ever treated for depression or stress? No, I tried getting him to talk to someone, even our minister. But Jack believed in dealing with his own problems. Did he believe in voodoo? The Marines, his family, and football sums up everything Jack believed in. So when did you first think that his death involved something out of the ordinary? One of the boys in his squad told me that they found at the accident. And he said it was some kind of voodoo curse, the same one they found on the stool that Puerto Rican boy used to hang himself. Who told you that? Harry Dunham. He's from New Orleans, so he's superstitious about that type of things. Aussi, lorsque Mulder et Scully questionnent le soldat louisianais, il affirme que Beauvais avait menacé de prendre l'âme des hommes du colonel pour se venger. Il justifie sa croyance dans le vaudou par une autre histoire tirée de son passé à la Nouvelle-Orléans. Après avoir arnaqué un homme dans une affaire immobilière, un associé du père du soldat a vu sa fille tomber soudainement malade d'un mal inconnu des médecins. Elle mourut 5 minutes après minuit, le jour de son mariage, l'autopsie révélant des serpents vivants dans son ventre. La réaction de Scully et sa réponse, suivie de l'aparté entre Mulder et Scully, sont assez révélatrices. Sounds like an old wives' tale. No, ma'am, it's not. You see, I'm the one who was supposed to marry her. Think he's telling the truth? Until I can figure out why he'd lie? Yeah. He's superstitious, and superstition breeds fear. It's what voodoo is all about. It's just as irrational as avoiding a crack in the sidewalk. Scully place sur un pied d'égalité toutes les formes de superstition. Or, son exemple démontre bien qu'il s'agit avant tout de fiction. Ces récits, qu'il s'agisse d'accorder un pouvoir magique à des éléments anodins de son environnement pour expliquer sa malchance, ou de trouver une explication à la mort d'un être aimé le jour d'un mariage, seraient à placer sur un même pied, simplement du côté de l'irrationnel et de la peur. Mais l'histoire de la fiancée est culturellement bien plus complexe et significative. D'ailleurs, les premières répliques de l'échange l'indiquent, on dirait un récit de vieille femme, Old Wives' Tale. Mais non, puisqu'il devait marier la victime. Il sous-entend évidemment qu'il est... Donc, il n'y a jamais eu de vieille femme. La femme n'a jamais pu vieillir. Il sous-entend évidemment qu'il est témoin et donc crédible, mais il dit aussi qu'il ne peut s'agir d'une histoire de vieille femme puisque le mariage n'a pas pu avoir lieu. Nulle vieille femme possible donc. Ensuite, ce que Scully ne soulève pas, mais que la femme du premier soldat avait évoqué, c'est la provenance du soldat. Les seuls personnages de l'épisode qui croient au vaudou sont ceux qui proviennent de la Nouvelle-Orléans ou d'Haïti et qui y ont vécu. Mais Mulder opte pour une explication scientifique dans cet épisode, évoquant une étude qui identifie une substance toxique à l'origine de la zombification. Le déracinement des réfugiés dans un camp serait à l'origine de cette greffe de folklore impossible. Le vaudou est enraciné dans la terre de ceux qui le pratiquent, déraciné et déplacé dans un lieu, un camp de concentration, où l'enracinement est fondamentalement impossible, il devient monstrueux. Un instrument de persécution et de résistance. The only weapon they have, selon Mulder. Lorsque Mulder et Scully découvrent une photo prise en Haïti avec Beauvais et Wharton, dans ce qui semble être une danse rituelle, après avoir appris que Wharton utilise lui-même des sorts vaudous pour se venger, they must have known each other when Wharton served in Haiti. When in Rome. Cette maxime, à Rome fait comme les Romains, tronquée, nous ramène à la territorialité des usages et des croyances, du folklore autrement dit. Mais en s'arrêtant après le mot Rome, on peut se demander s'il s'agit justement de faire comme les Haïtiens ou de croire comme eux. Lorsque Mulder et Scully se rendent finalement pour enquêter dans le camp, leur guide local, pour reprendre le terme utilisé plus tôt, est un jeune garçon orphelin nommé Chester Bonaparte, qui les aborde pour leur vendre un gris-gris. Il réapparaît ensuite au cimetière où le fossoyeur croit qu'il profane des tombes, mais il récolte plutôt des crapauds pour leurs toxines servant à la zombification. Après un certain temps, il échappe à Mulder, qui le poursuit à la course jusqu'au bout d'un quai,
où il disparaît, un chat noir apparaissant à sa place. Chester est donc fortement associé à l'animalité et au rituel vaudou, d'autant plus que l'épilogue nous apprend qu'il est le garçon mort dans les émeutes quelques semaines plus tôt. Il est ainsi devenu le protecteur du camp en guidant Mulder et Scully dans leur enquête pour dévoiler la vérité. Tout comme le soldat mort dans la première scène est réapparu en tant que zombie plus tard, qui était en fait un lanceur d'alerte, la dernière scène de l'épisode nous dévoile le colonel Wharton qui se réveille dans son cercueil, enseveli. En bref, les morts continuent de protéger les vivants et de dévoiler la vérité, alors que les vivants, monstrueux, passent pour morts. Contrairement à d'autres épisodes comme The Jersey Devil ou El Mundo Gira dont je vous parlerai, celui-ci ne met pas en scène de récits, plutôt des rituels vaudous basés sur l'importance du signe, celui qui agit comme un miroir révélateur, et du rituel, souvent marqué par des incantations en français créole, qui est mis en image. Le signe et l'incantation créent des hallucinations, de l'image donc, qui entraînent des comportements irrationnels et autodestructeurs. Les réfugiés n'ont plus que leurs croyances et leurs rituels pour résister, un motif qui réapparaît dans le dernier épisode dont je vous parlerai, Kadish. L'épisode El Mundo Gira, écrit par John Shiban et diffusé le 12 janvier 1997, est sans doute le plus étudié par les folkloristes américains, et ce n'est pas sans raison. Ce n'est pas tant la légende qu'il met en fiction qui est intéressante, puisqu'il s'agit d'El Chupacabra, une légende apparue au début des années 1990 et assez peu utilisée dans ses versions connues dans l'épisode, mais plutôt la structure narrative et la grande variété de régimes cognitifs que cette structure permet de mettre en place. Selon Coven, je le cite, El Mundo Gira problematizes its own discourse on belief by offering a variety of narrative positions, and each of those positions resists an overly simplistic belief-disbelief dichotomy. In the episode, each of the characters holds a position on a belief spectrum, offering alternative perspectives on the degree of belief in the Chupacabra story. The belief spectrum in the episode runs the gamut from seeing the legend of the Chupacabra as literary true to a position of total disbelief in the story. Le prologue est important dans la structure narrative de cet épisode puisqu'il s'ouvre sur une prise de parole, l'amorce d'un récit d'une femme qui établit dès le départ le régime de crédibilité de son récit. Certains disent que c'est un conte de fées, mais elle prétend être un témoin direct. La suite de l'épisode sera donc la mise en image de son récit, de son propre point de vue, en tant que témoin. Or, elle n'est qu'un témoin indirect, en fait. Elle n'a vu qu'un éclair et la pluie et se révèle une narratrice pas très fiable. Malgré son amorce. « Quiet, quiet, listen to me. It was a terrible thing. You are not going to believe me, even when I tell you. Some say it is a story, a fairy tale. But I saw it. I saw it with my own eyes. » Cette introduction, de 15 secondes à peine, se déroule dans un lieu en apparence traditionnelle, sombre, éclairé par des chandelles, devant un groupe de femmes captivées, un lieu de conte. Mais la caméra passe à un camp de travailleurs mexicains en Californie. Un camion s'approche pour embarquer des travailleurs, alors qu'un triangle amoureux digne d'une telenovela apparaît sous le regard de la femme narratrice. Elle a le même âge, l'histoire est donc récente. On joue ainsi avec les niveaux de fiction, de médias et de temporalité. Le conte de fées évoqué par la femme sous-entend que les événements se sont déroulés loin de là et il y a longtemps, mais le décor du camp de migrants illégaux, avec la pauvreté et la réalité du travail précaire, à la journée et au bon vouloir des Blancs, inscrit le récit dans un contexte fortement réaliste. D'ailleurs, ces travailleurs sont embarqués à l'arrière d'un camion, comme du bétail. Finalement, l'histoire d'amour construit un jeu autoréflexif sur la fiction télévisuelle, populaire et le soap opera, évoqué plusieurs fois. La parole, le témoignage des migrants est ainsi valorisé, mais éphémère, à cause de l'instabilité de leur position sociale. Mulder leur donne de la valeur a priori dans sa découverte de la vérité, ne serait-ce qu'en donnant de la valeur à la vie perdue de l'un d'entre eux, alors que personne d'autre n'enquête. El Chupacabra, that's what happened to Maria Dorantes. El Chupacabra? Yeah, it's a Mexican folktale. El Chupacabra, the goat sucker. It's a small gray creature with a big head and a small body and big black bulging eyes. See. Light, the rain. Then El Chupacabra, it comes out and eats away Maria's eyes and face. Did you see the Chupacabra? No, but everyone here knows. This is the truth. This woman's a liar. There is no Chupacabra. Chupacabra is nothing but a story told to the children. I know the killer of Maria Dorantes. It's my brother, Eladio Buente. He killed Maria because
Because she loved only me. Oh, how do you explain the yellow rain then, the dead goat of the hill? It is a trick, for fools who believe in fool's superstitions. Ce qui est intéressant ici, c'est la récupération et la transformation de la légende. El Chupacabra n'a rien d'un conte populaire mexicain, en fait. C'est un mythe récent, né au milieu des années 90, à peine quelques années avant l'épisode, donc, plutôt du côté de Porto Rico. La description courante des Chupacabra le place souvent du côté des histoires d'extraterrestres, d'un côté, et du simple coyote malade sans poils, de l'autre. Donc plutôt du côté des légendes urbaines que des contes populaires ancestraux. On le voit d'ailleurs dans un graffiti au milieu et à la fin de l'épisode. La seule véritable représentation graphique ou visuelle d'El Chupacabra de l'épisode, puisqu'il s'agit finalement d'une simple infection. Mais ce n'est pas si surprenant. Comme je l'ai déjà dit, l'utilisation que fait X-Files des fragments mythiques et folkloriques s'inscrit dans une logique et une esthétique postmoderne de collage et de hiérarchisation, qu'il s'agisse de la dépasser ou non. Ce rapport trouble à la tradition et à l'histoire peut avoir une signification plus profonde. Il révèle l'acculturation et l'aliénation de ces migrants illégaux qui vivent, parfois sur plusieurs générations, dans un entre-deux culturel plus que problématique. Ils ne sont plus sur leur terre ancestrale au Mexique, là où les contes circulent, mais ils ne sont pas non plus aux États-Unis, où fonder une nouvelle tradition ou encore intégrer le folklore local, mais plutôt dans une enclave temporaire qui les tolère pour mieux les exploiter. Ajoutons à cela la mutilation bien précise de Maria. Les yeux et le visage semblent avoir été dévorés. C'est son identité, au-delà de la mort, qui est détruite et niée. L'identité problématique de ces migrants est aussi évoquée dans la scène suivante, où l'agent de l'immigration, véritable guide local, explique qu'aucun des détenus de son centre de détention ne donne son vrai nom. We have José Feliciano, we have Juan Valdez, we have César Chavez, we have Placido Domingo here, but I don't see any Eladio Puente. En donnant ces noms d'hommes célèbres issus de leur communauté, les hommes arrêtés protègent ainsi leur identité, mais aussi ils s'inscrivent dans une culture avec ses racines et son histoire, s'humanisant dans un système qui les traite comme des aliens sans culture ou individualité. Scully le dit bien, « I think the aliens in this story are not the villains, they're the victims ». L'agent de l'immigration, lui-même d'origine mexicaine et que les travailleurs migrants nomment la migra, se positionne d'abord comme la voix de la raison, offrant une explication sociologique aux événements. Selon lui, ces travailleurs doivent inventer des histoires fantastiques pour pouvoir continuer à vivre dans la situation intenable où ils se trouvent. Because they are strangers here, they feel hated, unwanted. Whenever their passions become inflamed, they resort to violence. And then, they cannot turn to the law, so they make up these fantastic tales. Mais comme tout guide local, il se retrouve entre deux régimes cognitifs contradictoires. Il ne croit pas en l'existence d'El Chupacabra, mais il n'en est pas moins superstitieux. My mother used to say that blood should be left to cleanse itself. God curses the man who stands between two brothers. En fait, cette croyance transmise par sa culture maternelle est si forte que lorsque le frère supposément trahi par le meurtre de sa copine ne trouve pas le courage d'exécuter son propre frère, l'agent de la migra intervient entre eux, mais se retrouve lui-même victime. Ainsi, les explications du phénomène se multiplient et finissent par occuper tout l'espace narratif, lui-même fortement instable. Comment donner la parole à un seul narrateur si les personnages perçoivent la même histoire à travers le prisme de leurs croyances? Vers la fin de l'épisode, les relais narratifs se multiplient. La narratrice du début reprend son récit, mais sa parole est remise en doute par une des femmes qui a parlé à Gabrielle, elle-même témoin direct des événements. Puis on aperçoit Gabrielle qui raconte son histoire à un groupe de travailleurs sur la rue. Finalement, Scully et Mulder prennent aussi le relais. Ils racontent leur histoire de leur point de vue à leur patron pour leur faire leur rapport. They came from the sky. More chupacabras coming to save Eladio. I slammed the door and prayed that they would not come to kill me too. What will happen to Soledad? He was taken up by El Chupacabra. He will suffer for his treachery. He is made to suck the blood of only the sick and dying goats when the Chupacabra comes to feed. But not
Look what Gabriela said. What does Gabriela know? I was there. I saw it with my own eyes. Gabriela said that she lied to the FBI so that her cousin Eladio might live. But La Migra Lozano knew that Soledad could not live with vengeance in his heart. Turn around and face the man whose love you killed. You killed Maria because she wouldn't love you. Because her heart belongs to only one man. Don't make me shoot you in the back, Eladio! Turn! See my tears! Turn around like a man! No soy un hombre! Soy el chupacabra! Shoot! Shoot! La Migra shouted. Soledad, he can't do cry. No. No, cried Soledad. I cannot shoot my brother. He is my brother. My flesh, my blood. Shoot him! He's a chupacabra! Shouted La Migra. You cannot let him go! He is the goat sucker and he must be killed. Soledad, he could not kill Hilario because he knew I would never forgive him. ¿Qué pasó? No! La Migra Lozano tried to pull the gun from Soledad's hand, calling him a coward. No! Cried Soledad. He is my brother! And the gun went off! Bang! Bang! And La Migra Lozano fell dead. Pero no! La Migra Lozano brought Soledad to kill Hilario so that he would not be cursed. So God cursed Soledad for his treachery and turned him into a chupacabra, like his brother. ¿Y lo has visto? ¿A tu primo? No. Together, they run to Mexico. El Chupacabra? Yes, sir. Frankly, I'm confused by this story. I don't blame you. We can't exactly explain it ourselves, sir. At any rate, we arrived just after the hazmat team. They established a perimeter, then secured the area. An eyewitness was found, but her testimony was questionable. Selon Sherry R. Truffin, as the episode draws to a close, the migrant workers' folktale, Mulder's alien theory, and Scully's casting of Eladio as Typhoid Mary is in a narrative of enzymes in action seem to converge. In the end, it doesn't matter whether the strange figures that appear as the migrant It doesn't matter whether the strange figures that appear at the migrant workers' camp are aliens or members of a hazmat team sent by Scully. And it doesn't matter whether Soledad and Eladio are monsters, victims, or both. These competing narratives address the same painful and tragic reality, which is that from the average American's perspective, illegal immigrants are alternatively invisible and monstrous, which is why, as Mulder puts it, nobody cares when they die anonymously and in a large number. En terminant, je voudrais m'arrêter brièvement sur l'épisode Kaddish, écrit par Howard Gordon. Au lendemain du meurtre d'un homme de la communauté hassidique new-yorkaise battu à mort dans son commerce, 2 des 4 agresseurs néo-nazis sont mystérieusement assassinés. Mulder et Scully découvrent que la victime allait se marier à une femme de la communauté, dont le père, un survivant tchèque de la Shoah, est vite soupçonné des meurtres, qu'il confesse d'ailleurs. Or, il s'avère qu'il protège sa fille, qui a ressuscité son fiancé grâce au rituel kabbalistique de fabrication du golem. Le golem et le monstre de Frankenstein sont ainsi réunis. Pas qu'une créature de boue, mais un cadavre réanimé par la mariée pour accomplir le mariage. Le prologue s'ouvre sur un enterrement dans un cimetière juif hassidique. Un rabbin lit le Kaddish. Des flashbacks de l'assassinat de l'homme apparaissent soudainement, comme des souvenirs de sa fiancée, qui peine à jeter de la terre sur le cercueil, puisqu'elle n'est pas encore en processus de deuil. Un homme qui s'avéra être son père l'aide et on aperçoit son tatouage des camps sur son poignet. La nuit suivante, on aperçoit quelqu'un dans le cimetière sous la pluie en train de façonner dans la boue une forme humaine et repartir. La forme commence à se soulever, à respirer.
On comprend ensuite que les images qui semblaient être des flashbacks sont en fait issues d'un enregistrement d'une caméra de sécurité qui a capté le meurtre. Caméra qui, plus tard dans l'épisode, captera le golem lui-même. Cette présence d'images apparaît problématique tout au long de l'épisode. Le premier meurtre du golem a lieu alors que sa victime regarde la vidéo de son propre crime, et le second est capté par la caméra. Lorsque Scully est confrontée à cette preuve par l'image, elle ne peut que supposer qu'il s'agit d'un faux. De même, lorsque les empreintes digitales du mort sont retrouvées sur la scène du crime, elle demande à voir le corps, ce qui suppose une exhumation. Mulder et Scully se retrouvent donc à demander à la fiancée et à son père la permission, mais leur réponse est prévisible. L'intrusion dans leur deuil leur semble déplacée. Puis, cela contrevient à leurs croyances. Les Juifs enterraient leurs morts le plus rapidement possible, sans altérer le corps et sans objet terrestre. Finalement, l'intérêt de la police fédérale pour protéger leurs persécuteurs, alors que les menaces qu'ils reçoivent ne sont pas prises au sérieux, les place dans un rapport plus que méfiant face à la police. Mais l'exhumation qui aurait dû être ordonnée par un juge ne sera pas nécessaire puisque les deux jeunes néo-nazis qui restent profanent la tombe pour s'assurer de l'identité de celui qui les poursuit. Ils trouvent en effet une tombe vide, mais lorsque Mulder et Scully l'examinent, ils y découvrent un livre, le Sefer Yetzirah, le nom du père de la mariée gravé sur sa couverture en cuir. Mulder se tourne vers la mystique juive afin de trouver une explication, visitant un spécialiste de la Kabbale qui lui explique l'importance du mot dans la création du golem et les détails du rituel et ses dangers. The danger of the truth is contained in the word golem itself, which means mother without form, body without soul. Kind of a monster, really, unable to speak or feel anything but the most primitive emotions. In the legends, it runs amok and has to be destroyed by its creator. By erasing the first letter, Aleph, Emet, becomes Met, which means dead. Again, Master Mulder, the power of letters, not just to create, but to kill. En effet, le corps réanimé n'a pas d'âme. C'est un monstre hors de contrôle qui cherche à protéger son peuple. Malgré tout, grâce à une bague traditionnelle tchèque protégée tout au long de la guerre par le père, la mariée réussit à apaiser le golem et à procéder au mariage. Elle efface alors, en embrassant sa main, la lettre Aleph. Il redevient de l'argile. Elle peut ensuite amorcer son deuil, alors qu'elle récite le Kaddish, la prière juive des morts, sur le corps devenu poussière de son époux. Isaac! Ni Ledodi, Vedodi Li. I am to my beloved as my beloved is to me. Mulder, are you okay? The shots fired. What happened? Biolma Divra Kirute Yamlich Malchute. What is she doing? Say goodbye. Uhaye Dehol Beit Yisrael. Ba'agalah Uvizman Rabim Deimu Amen.
Le texte de la Kabbale permet ainsi de créer des monstres pour rétablir l'ordre d'une mauvaise mort, et ce, à l'intérieur même d'une fiction télévisuelle qui crée des monstres pour matérialiser une crise épistémique et sociale. En conclusion, une série comme The X-Files est loin de procéder à une simple remédiation du folklore qui serait perçu comme un corpus déterminé et immuable de récits dont on pourrait jouer à identifier des éléments tout au long des épisodes. En cela, la série ne serait pas une grande réussite. La série problématise plutôt le déracinement, l'acculturation, la résistance à travers le surgissement de monstres issus de folklore déraciné, dans une Amérique, au contraire, enracinée. Ces monstres qui surgissent sont souvent hybrides, mettant de l'avant le fantasme de syncrétisme de la culture américaine. The X-Files est un champ de bataille pour les croyances et les régimes cognitifs coexistant entre et dans les communautés. L'obsession de la vérité que met en scène la série à travers la quête de ses personnages est constamment mise en échec, mais pas dans un relativisme nihiliste. L'image télévisuelle demeure crédible à la fin et trace d'un réel qui finit par n'être accessible que par la multiplication des perspectives et des récits. Merci.